où j'aurais pu ne pas être là parce que je suis atteint d'une grippe carabinée et le médecin m'a d'ailleurs prescrit un repos de 3 jours. Mais compte tenu du fait que lorsque je donne rendez-vous, je préfère me sacrifier ma santé parce que c'est un travail que j'appelle toujours un sacerdoce, même si certains croient que venir parler sur Facebook, ça nous donne un quelconque salaire. D'autres, bien au contraire, peuvent, à travers certaines publications, dire elles sont limitées et si vous voulez avoir accès à ces informations, tout comme aux journaux, vous devez payer. Ce que je fais pour l'instant, vous le savez très bien, eh bien, toutes mes publications vous sont offertes gratuitement. C'est des nuits de travail, d'investigation avec une grande chaîne et cela entraînant peut-être des risques au niveau de ma santé. Vous avez donc pu me voir, peut-être que aujourd'hui je serai un peu bref ou alors vous allez constater que j'utiliserai le mouchoir. Je vous présente déjà mes excuses pour ces désagréments qui pourraient peut-être vous causer quelques nausées, mais néanmoins, tout au moins, j'aurais répondu présent, même s'il faut tomber sur le champ de bataille, parce que d'abord, mon premier instrument de travail, c'est la parole. Le verbe s'est fait chair et c'est par la sensibilisation, l'éducation que, à travers l'information, nous pouvons nourrir, éclairer ceux qui longtemps ont été trompés par des médias à la solde de l'État, d'où les dossiers noirs. Je suis donc, bien sûr, là par rapport à ce que vous le savez très bien, répondre de ce que je me suis juré et prêté serment sur l'autel du sacrifice que je serai là chaque samedi soir. Et pourtant, celui qui a prêté serment au Cameroun, qu'il devrait être président, qu'il est le père de la nation, Paul Biya, depuis bientôt 39 ans au pouvoir, est complètement absent. S'adresse-t-il à vous? Si ce n'est le 10 février, il faut aussi attendre uniquement le 31 décembre. Le père de la nation qui d'ailleurs a disparu au moment où on a terriblement besoin de lui et il a utilisé le fallacieux prétexte que tout le monde connaît actuellement pour qu'il puisse disparaître complètement. Et du coup, on ne le voit pas présider un défilé, on ne le voit pas présider les cérémonies qui sont quand même assignées uniquement au seul chef d'État, mais cependant, on peut voir sa femme aller danser dans des bals masqués ou alors des réveillons, des fêtes d'anniversaire ou de mariage. On peut voir des concerts s'organiser au Cameroun avec des gens hyper serrés, mais quand il s'agit du défilé, on dit c'est annulé sous prétexte qu'il y a la pandémie du Covid. Et c'est sous ce prétexte d'ailleurs que vendredi, alors qu'il devait avoir la cérémonie de la sortie de la 38e promotion d'Elémia des élèves officiers, eh bien, c'est lui qui est pourtant le chef de l'armée, Paul Biya, est porté disparu, complètement absent, et cependant envoie Betty Assoman. Betty Assoman, lui, est-il vacciné et immunisé? Voilà la question qu'il faut se poser. On ne peut pas en même temps dire « je ne peux pas me présenter » et envoyer un ministre délégué vous représenter. Sauf si lui, il a une sorte de cuirasse ou s'il a atteint une certaine immunité qu'on ne peut pas nous expliquer. Pour cette cérémonie qu'il n'avait jamais manqué, parce que l'EMIA, c'est l'école militaire interarmes, où il y avait quand même
des gens venant de tous les coins de l'Afrique, pas seulement du Cameroun, mais de la Côte d'Ivoire, de la République centrafricaine et même de Congo-Brazzaville, eh bien, le chef de l'État était absent. Quand on est déjà incompétent, on prend la sortie. On n'attend pas qu'on perde toutes les dents pour qu'on meure comme un lion affamé. Quand on n'a plus les forces, il ne faut pas forcer. Il faut savoir se dire une chose, nul n'est indispensable et on tend la perche aux nouvelles générations. Malheureusement, Paul Biya n'a jamais pensé aux nouvelles générations. Il a toujours eu à fonctionner avec les mêmes vieillards cacochimiques, avec les mêmes individus séniles qui ne parviennent plus à tenir debout, qui sont dans la schizophrénie, qui ont des pertes de mémoire et qui ont perdu toute force physique. Au moment où j'engage ce dossier, j'apprends que le secrétaire général de l'Assemblée, à savoir Eva Mobutu, s'est écroulé chez le président du Sénat. Il s'est écroulé et il a été transporté à l'hôpital. Ceci n'est pas anodin et n'est pas pour la première fois, dans la mesure où on se souvient que le même Eva Mobutu s'était déjà écroulé, s'était déjà affalé juste après avoir salué Paul Biya au palais de l'Unité. Il a fallu qu'on vienne le porter. Il grelottait parce qu'il est déjà fatigué, épuisé comme un vieux légume séché au soleil et qui a vitaminé aujourd'hui. Au lieu d'aller dans une maison de retraite, le voilà qui est secrétaire général du Sénat. À côté de qui? De Nyet Ndjifendi, Marcel. Nyet Ndjifendi, c'est quelqu'un qui est dans la haute administration depuis les années 68 et qui aujourd'hui est le successeur testamentaire, héréditaire ou alors constitutionnel de Paul Biya. Et chaque fois, c'est toujours les mêmes annonces qui nous arrivent, à savoir que soit il est en train de mourir, soit il est ressuscité, puis il réapparaît en dandinant, parce que sortant de sa maison où il a pratiquement signé un abonnement à durée indéterminée, à savoir l'hôpital américain de Paris. Voilà donc un pays où la quasi-totalité de la population, à 75%, est jeune, mais où un groupuscule gérontocratique confisque le pouvoir, ne veut pas au moins commencer à travailler pour la postérité, les successeurs démocratiques, mais qui se plaît uniquement à recycler les vieilles pièces usées, usagées, qui ont été mises dans le garage du temps d'Aïdjo et qui reviennent toujours au devant de la scène. Ce pays, aujourd'hui, lorsqu'on essaie donc de regarder, que ce soit Cavaillé Yege Djibril, lui également qui est le président de l'Assemblée nationale, c'est un pays qui n'est plus gouverné. C'est un pays où il n'y a plus de parlement. Si déjà l'exécutif ne tient pas, parce que le président de la République ne peut plus se mettre debout pendant 30 minutes, et qu'on retrouve au niveau du Sénat, de l'Assemblée nationale, des personnalités également dans les mêmes conditions physiques, totalement paralysées. Mais on devrait quand même se poser des questions. Est-ce que Biya a vraiment aimé ce pays? Et c'est pour ça que justement, ces gens qui n'ont plus la tête sur eux ne peuvent que se permettre de détruire ce pays, de le laisser plonger dans la guerre, et toute entité ou toute communauté ou tout pays étranger qui ose dire au régime Biya, stop, n'allez pas dans le gouffre,
avec cette jeunesse, c'est là où on voit tous ces papis-là se réveiller, se mettre en rang pour s'opposer. Et c'est là où on sent l'Assemblée nationale du Cameroun. C'est là où on voit les parlementaires. C'est là où on voit le Sénat agir. Vous avez pu, comme moi, constater que ce qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est bien ce courrier qui a été rédigé par les parlementaires camerounais contre le Sénat ou alors contre le Congrès américain. Ce courrier est aussi délirant que les personnages qui ont eu à le concevoir. Dire que depuis 2016, que la crise anglophone a déclenché au Cameroun, jamais les parlementaires camerounais, jamais les sénateurs camerounais n'ont eu à mettre sur la table ce dossier pour pouvoir débattre en séance plénière et prendre des résolutions. C'est toujours de l'étranger qu'on entend parler de la crise anglophone, que ce soit au niveau du Parlement français, que ce soit au niveau du Royaume-Uni, ou encore même au niveau de l'Union européenne et généralement au niveau des États-Unis. Le Cameroun lui-même, qui est concerné par cette crise, n'a jamais osé débattre de cette crise. Mais cependant, au moment où les sénateurs américains prennent une résolution, écrivent à Joe Biden qu'on ne peut plus envoyer des Camerounais se faire massacrer chez eux, qu'on ne peut plus les mettre dans des charters, qu'on ne peut plus les extrader parce que le pays est en guerre et parce qu'ils sont en danger, eh bien, c'est là où on voit les députés camerounais sortir, accompagnés d'un député de l'opposition, vice-président du SDF, Joshua aussi. Cette sortie, qui est absurde, ridicule, traduit déjà que le Cameroun est vraiment gouverné soit par des êtres démoniaques, soit alors par des gens aveuglés et qui sont uniquement des zombies qui veulent se nourrir du sang. Je vais vous lire l'extrait de cette lettre adressée au Congrès américain par les parlementaires camerounais qui n'ont jamais voulu débattre de cette affaire, alors que plusieurs fois, eh bien, certains députés ont dû même à décrier cette situation. Je parlerai par exemple du député du SDF, Joseph Wirba, qui en 2016, au niveau de l'Assemblée, était allé à la tribune demander à ses collègues que la situation dans les deux régions, du nord-ouest et du sud-ouest, allait se dégrader et qu'il était de leur devoir de pouvoir trouver des solutions et prendre des résolutions par rapport à cette crise. Les députés du SDF, les députés du RDPC ne l'ont pas écouté. Ils ont balayé cela d'un revers de la main. Il a été obligé de quitter le pays, menacé lui-même. On se souvient que, justement, en novembre 2017, une fois de plus, ce sont les députés du SDF qui se sont levés au niveau de l'Assemblée nationale, ont donné pour exiger que le dossier du nord-ouest et du sud-ouest soit posé à table pour pouvoir trouver des solutions par rapport à cette crise qui fait des morts. Mais on n'a pas débattu. Aujourd'hui que les députés américains, les sénateurs américains trouvent que le Cameroun n'est plus une terre de paix.
trouve qu'il y a des exécutions sommaires, qu'il y a des exécutions de femmes, trouve que on torture, eh bien, c'est là où le RDPC, avec l'onction de notre cher Camerouno-Suisse, à savoir Joshua aussi, nous sortent donc une lettre. Donc, je pourrais vous donner quelques extraits. Cette lettre est à l'image de ce qu'on dit, la mauvaise foi. De surcroît, c'est une lettre insultante, une lettre de provocation contre le Congrès américain qui plutôt risque de précipiter rapidement ce régime dans les fins fonds de la situation qu'il croyait mener ses populations. Eh bien, dans la lettre, donc dans cette correspondance que je vais essayer de vous donner et qui a été donc signée par, disais-je, 63 députés, avec bien sûr Joshua aussi, qui n'est pas n'importe qui, comme j'ai dit, c'est bientôt le président, ou alors même actuellement, c'est le président du SDF, puisque Fondi a annoncé le 11 février 2021 qu'il n'allait plus se représenter à une élection présidentielle et qu'il prenait une retraite politique. Eh bien, les 63 membres de l'Assemblée nationale ont donc qualifié le Congrès américain de quelques membres égarés. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, parce qu'ils avaient écrit, vous ai-je dit, une lettre le 17 mai 2021 à Joe Biden. Et donc, dans cette lettre, il demandait à Joe Biden d'accorder un statut de protection temporaire. Je dis bien protection temporaire aux Camerounais vivant aux États-Unis. Il faut rappeler qu'il y avait déjà 60 Camerounais qui devaient être rapatriés le 5 février. Mais in extremis, ils n'ont pas été rapatriés. Donc, il demande donc, justement, qu'après avoir différé cela, eh bien, que les États-Unis puissent également faire de la pression pour que le Cameroun ne fasse même plus partie de ce qu'on peut appeler le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, dans la mesure où il ne respecte pas lui-même les droits de l'homme. Les membres de l'Assemblée nationale du Cameroun ont donc déclaré, je cite, « Le Cameroun qu'ils décrivent et auquel ils font allusion dans leur correspondance n'existe pas. Et nous pensons qu'il est le fruit des vues mal informées de certains individus qui sont déterminés à provoquer une déstabilisation supplémentaire dans toute la région de l'Afrique centrale. » Les députés camerounais disent donc que ce sont les Américains qui viennent déstabiliser le Cameroun. C'est-à-dire que c'est eux qui ont provoqué la guerre anglophone. Donc, le Cameroun est stable. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de guerre. Le Cameroun est prospère. Ce sont les députés camerounais qui disent ça. Ils disent ceci. En tant que législateurs, nous nous félicitons. Se tape-t-il la poitrine. Nous nous félicitons d'une véritable expression de préoccupation et de soutien pour le bien-être de la grande majorité des Camerounais. Le bien-être de la grande majorité des Camerounais. Vous le savez bien que la grande majorité des Camerounais, c'est-à-dire 70%, vit avec à peine $2. Nous savons que 75% des jeunes Camerounais sont
dans le chômage, font le benskin, vendent de l'eau, ou alors sont des colboxeurs. Voilà leur bien-être. La majorité des Camerounais, pays pauvres et très endettés. Ils disent donc, nous exhortons les membres du Congrès des États-Unis à s'engager plus vigoureusement dans le respect des conventions internationales contre la criminalité transnationale et la criminalité dont les États-Unis sont signataires et à faire en sorte que leur pays ne soit pas un refuge pour les auteurs de crimes et les financiers d'actes extrêmes, violence et terrorisme sur le peuple camerounais. Vous vous rappelez que c'est le gouvernement camerounais qui lui-même a reconnu qu'en Garbou, l'armée camerounaise est partie assassiner 21 Camerounais, dont des femmes enceintes, 15 enfants. Ils ont reconnu que l'armée camerounaise a brûlé des villages et ils accusent les États-Unis. Les soldats camerounais, cette semaine, étaient au tribunal militaire. Vous avez vu les images des soldats camerounais qui ont tiré sur des mamans qui avaient des bébés au dos. Le Cameroun a reconnu cela après avoir nié. Et ils disent que c'est aux États-Unis qu'il y a les terroristes. Ils disent que c'est les États-Unis qui ont fait que les soldats camerounais tuent ces gens-là. Que chez eux là, il n'y a pas de criminels. Tous ceux qui sont aux États-Unis, tous ceux qui sont à l'étranger, c'est eux les terroristes. Il faut donc les envoyer, les renvoyer au Cameroun pour qu'ils aillent en prison. Voilà leur raisonnement. Hein? Voilà ce qu'ils écrivent. Un pays qui est reconnu comme un pays de torture, de tortionnaires. Un pays où chaque jour, on démasque des gens qui violent des femmes. Une armée qui commet des délits, entre dans des maisons, tue les enfants. On voit les vidéos où l'armée camerounaise met des gens dans la boue, les torture, parle en langue. Et eux-mêmes, ils dénoncent ces éléments-là. Mais immédiatement, les députés, les législateurs camerounais vont s'asseoir pour dire que c'est les États-Unis qui doivent respecter les lois. Pas eux. Parce que chez eux, c'est magnifique. Ils respectent toutes les lois. Les membres de l'Assemblée nationale d'ailleurs du Cameroun se disent d'ailleurs qu'ils sont consternés par le mensonge. Le mensonge, hein? Les Américains sont des menteurs. La communauté internationale, ce sont des menteurs. L'opinion déformée et la qualification extrêmement négative du Cameroun par les membres du Congrès américain. Et ils poursuivent. En tant que législateurs au Cameroun, nous cherchons à ne pas interférer dans les processus de prise de décision du système d'application de l'immigration du gouvernement des États-Unis pour faire face à ces défis. Mais nous rejetons les opinions de ces membres du Congrès sur la situation qui prévaut au Cameroun. Et il continue. Nous considérons ces remarques sur le Cameroun comme des plus inamicales, désobligeantes et sentant une tentative de ternir notre image. Toujours, hein, on ternit l'image du Cameroun. Hein. Toujours l'image du Cameroun, avec les fausses routes là, avec le pays le plus corrompu du monde là. C'est les autres qui ternissent l'image du Cameroun. Hein. La respectabilité en cherchant à tromper l'opinion publique, créant de la confusion pour justifier l'obtention du statut de TPS et de 2D de certains groupes défendant
les droits des immigrés aux États-Unis. Et ils poursuivent, comme je vous l'avais déjà dit, que lorsqu'ils invitent certains activistes pour dire que venez, c'est parce que derrière là, ils voulaient communiquer. Ils voulaient montrer qu'on peut délivrer les visas. Je vous ai dit ça. Et voilà ce qu'ils écrivent. Le Cameroun délivre facilement les documents de voyage et des passeports à ses citoyens pour voyager partout dans le monde et considère le droit de voyager, d'émigrer. Vous entendez, non? Un droit humain fondamental. Fondamental. Cette lettre, je ne voudrais pas beaucoup m'y attarder parce qu'elle est trop longue. Elle est longue, mais je voulais juste vous lire les extraits pour que vous compreniez jusqu'où les gens peuvent être malhonnêtes. Et le pire, c'est qu'ils sont accompagnés par un parti de l'opposition, Joshua aussi, du SDF. Et là, je me pose des questions. Joshua aussi dit que le Cameroun est agréable à vivre, qu'il faut extrader, rapatrier les Cameroun qui errent aux États-Unis chez eux. Je voudrais poser une question à Joshua aussi. Il est allé dans son village pour la dernière fois quand? Peut-il mettre des pieds là-bas? Jamais. Joshua aussi est installé à Douala. Il a été expulsé d'une première maison où il a fait un faux contrat. La deuxième maison, il paye ça à 500 000. Il est parti faire des faux documents parce qu'il a profité des dissensions d'une famille qui discute un héritage. Joshua aussi n'est pas de Douala, mais il est réfugié à Douala parce qu'il fuit la crise anglophone. Et il dit que le Cameroun se porte très bien. Il n'y a pas de souci. On s'allie. Que Joshua aussi aille là-bas. Le président du SDF, Ni John Fundi, est réfugié à Yaoundé. Lui-même, il sort des États-Unis, où il a passé plus de 6 mois. Il est parti, c'est le gouvernement camerounais qui lui a offert 2 villas au quartier Fouda. Ni John Fundi est un bon Fouda. Qu'est-ce que Ni John Fundi, président du SDF, fait donc à Yaoundé? Puisque tout va bien, il n'a qu'à rentrer chez lui en Tarikan. Et comme ça, les Camerounais qui sont réfugiés aux États-Unis vont aussi rentrer en Tarikan. Il faut quand même rappeler une chose. Aujourd'hui, lorsqu'on voit le comportement de Joshua aussi, cela veut dire qu'il demande tout ce que le SDF a raconté dans le monde entier. Ils trahissent l'idéologie du SDF. Ils ont trahi le parti. Le Cameroun, qu'ils disent que les Américains présentent mal. N'est-ce pas le SDF, qui était le premier parti au Cameroun, allait se réfugier justement derrière les démocrates américains pour dire que le Cameroun était une île de barbarie? Puisque, rappelez-vous comment le SDF est né. C'était le 26 mai 1990. Eh bien, sur l'avenue commerciale de Bamenda. C'est là où l'armée camerounaise a tiré sur la foule, sur le sang de ces Camerounais. Le SDF est né. S'ils sont tombés, que dirait la pauvre ce code Henriette, qui n'avait que 20 ans et qui a été fusillée par l'armée camerounaise et qui est morte là. C'est SDF qui dit aujourd'hui qu'on est en train de salir le Cameroun. Et celui-là qui, justement, en 1992,
lorsque l'élection présidentielle a lieu, eh bien, va se réfugier derrière le NDI, dont les démocrates, pour dire que Paul Biya a volé l'élection présidentielle. C'est là où Ni John Fundi est placé en résidence surveillée pendant 3 mois. Interdiction de sortir, exactement comme on a fait à Maurice Kamto. Oui, c'était ces démocrates qui étaient au pouvoir. Et c'est ce SDF qui a fait que les Américains infligent la première sanction économique au Cameroun en supprimant l'aide de 15 millions de dollars. Le SDF qui nous dit qu'on est en train de montrer une autre image du Cameroun, en tout cas Joshua aussi, avec le RDPC, est le même qui pourtant vient de nous faire des communiqués que Ni John Fundi a été enlevé par l'armée camerounaise. C'était le 28 juin 2019. Ils ont fait le ramdam. Ils ont appelé toutes les chaînes de radio. Et ils ont dit qu'il avait été enlevé par l'armée camerounaise. Et ils ont même dit que le chauffeur de Fundi, le 14 octobre 2018, avait reçu une balle au niveau de la jambe par les éléments de l'armée camerounaise. Et puis, le 17 octobre 2018, le même SDF a dit que la petite sœur de Ni John Fundi a été enlevée par des hommes en tenue. N'est-ce pas, avant cet enlèvement, Ni John Fundi qui disait qu'il avait d'abord été enlevé parce qu'il partait au deuil et qu'il a reconnu les éléments de l'armée camerounaise qui ont fait cet enlèvement? Si jamais donc il y avait cette paix, Ni John Fundi rentrerait en Tarikan avec son Joshua aussi pour s'installer. En réalité, le SDF a été un parti qui a suscité des espoirs, mais qui est retombé dans ses travers, les travers des hommes politiques, de certains qui utilisent les populations uniquement comme un bouclier pour pouvoir atteindre le niveau élevé, s'enrichir. On nous a présenté Ni John Fundi comme un vendeur à la criée. On nous a dit qu'il était un libraire. Mais en réalité, il faut savoir que pour que le SDF soit créé, c'est arrivé juste par hasard comme ça, parce que Fundi était du RDPC. Fundi était du RDPC et il s'est présenté aux élections législatives. Il avait donc été battu en 1988 par Simon Achidi Achou, qui est devenu Premier ministre. Et lorsque maintenant certains frustrés se sont dit, nous allons essayer de réviser un certain nombre de choses pour essayer de revendiquer les inégalités que subissent et surtout les injustices que subissent les anglophones, c'est là où on va créer, bien sûr, le club 89. Et c'est à partir de là qu'ils vont décider en février de créer le SDF, qui devient un parti politique. Ni John Fundi n'avait jamais voulu créer un parti politique. Et de ce parti politique, donc, on verra rapidement que non seulement il a fait un très bon score parce qu'il savait ameuter des foules et parce qu'on était convaincu qu'il allait nous conduire vers la terre promise comme Moïse, c'est pour ça qu'il a eu 36% à l'élection présidentielle. Encore que il avait dépassé Biya, puisque Biya avait déclaré qu'il était vainqueur à 39%, voire 38%, ce qui était faux. C'est André Tchungi qui avait détourné les résultats. Mais par la suite, Ni John Fundi
a plutôt fait copain avec Paul Biya. Il est devenu un homme d'affaires. Oui, lorsqu'on voit le siège du SDF, ça se trouve justement où? Là où ces jeunes sont morts le 26 mai 1990. C'est là où se trouve l'immeuble de Frundi. C'est 4 niveaux. Et qui loue là-bas? Eh bien, c'est le PMUC. Le PMUC, c'est qui? C'est Castel. Castel qui est avec le régime Biya. Et la location est hyper chère. Et c'est ça qui a enrichi Frundi. C'est sur 4 niveaux. Il y a eu des enquêtes qui ont démontré comment est-ce que Frundi prenait de l'argent auprès du RDPC pour faire ses affaires. Et sa femme, Rose, qui est morte, je crois, en 2006, que n'a-t-elle pas eu? Elle avait l'exclusivité des clés du château grâce au RDPC. Et d'ailleurs, lorsqu'elle meurt, lorsqu'elle est même évacuée, c'est le régime Biya qui s'occupe de tous les soins en Suisse. Elle meurt à Genève. Et quand on voit la levée de corps, on voit que le régime Biya va offrir à Frundi non seulement une voiture diplomatique, mais aussi les gardes du corps chauffeurs, alors qu'il n'était ni député, ni ministre, ni représentant de l'État. Preuve qu'il mangeait avec l'État. Et voilà autant de choses qu'on a fait, qui ont fait de telle sorte que le SDF périclite. Et quand le SDF périclite, qu'est-ce qui arrive? On nous présente un autre pion qu'on appelle justement Joshua aussi. Joshua aussi, tout le monde l'a vu, c'est le meilleur ami de Grégoire Oona. Comment voulez-vous que le congrès du SDF qui se tient à Bamenda, que ça se tienne dans la salle du parti du SDF, du RDPC, et qui a invité Grégoire Oona, secrétaire général du RDPC, adjoint du RDPC. À côté de lui, il y a Titus Edouard. Et on appelle ça parti de l'opposition. Vous avez déjà vu dans quel pays où un parti d'opposition se retrouve avec les membres du gouvernement, les décisionnaires d'un autre parti, le parti du gouvernement, dans la salle. Donc, comme on dit, oui, les opposants peuvent se saluer, mais pas au Congrès. Et d'ailleurs, beaucoup avaient demandé des comptes à Frundi depuis fort longtemps. Et il n'a jamais rendu ces comptes-là. Il a préféré plutôt jardiner ce garçon joufflu, maflu, fessu, le Michelin gréco-suisse camerounais, Joshua aussi, pour lui dire que tu vas me remplacer dans les mêmes méthodes. Et qu'est-ce que Joshua aussi a fait? Joshua aussi, lorsque vous voyez que Biya est chassé de Genève par rapport aux avions, qui fait le deal, c'est Joshua aussi qui a eu une formation, un MBA en aviation, qui est devenu l'intermédiaire entre Biya et toutes les sociétés qui louaient les avions à Biya, dont les 90 milliards dépensés sur le dos des Camerounais. Joshua aussi mangeait avec le RDPC. Joshua aussi est le premier qui, d'ailleurs, après l'élection de 2018, où il a refusé la coalition avec Maurice Kamto, a refusé toute forme de coalition, est parti à l'élection pour avoir 3,3%. Le SDF, grand parti que tout le monde applaudissait, est devenu une queue de souris. 4e à l'élection présidentielle derrière le PCRN de Cabral Libi, avec lequel ils sont en train de discuter même encore qui peut être le meilleur allié du RDPC. Joshua aussi, au moment où tout le monde était en train de crier au scandale de la tricherie, du hold-up électoral, était le premier à dire qu'il prend acte de la victoire de Paul Biya. Il était le premier, le jour de la prestation des serments, à arriver dans la salle. Oui,
pour applaudir Paul Biya qui devait prêter serment. Et on s'attend à ce que celui-là puisse même avoir un petit sentiment pour ces anglophones. Il n'a pas de sentiment parce que ça ne lui dit pratiquement rien, lui c'est de l'argent. Mais cependant, ils oublient qu'ils sont partis taper sur une fourmilière, sur un essaim d'abeilles. Et comme le dit un proverbe africain, quand on s'attaque à un essaim d'abeilles, il faut prendre le cheval pour courir. Peuvent-ils courir avec l'administration Joe Biden, qui est derrière le régime Biya actuellement, avec toutes les ONG? Voyez-vous le dernier rapport de Human Rights Watch, qui est en train, une fois de plus, de fustiger le régime et qui fait des révélations gravissimes par rapport à des actes cruels, dégradants, inhumains, qui se sont déroulés le 1er mars 2020 dans un autre village, dans le sud-ouest, et bam. Selon le rapport, justement, de Human Rights Watch, on découvre que les soldats camerounais sont arrivés le 1er mars 2020 dans ce village à 3 h du matin. Ils ont garé leur véhicule juste à la lisière du village, sont entrés dans des maisons pour surprendre des populations en pleine nuit. Ils ont fait que tous les hommes soient expulsés. On les a enchaînés, attachés avec des cordes de nylon par groupe de 3. Et c'est là où ils se sont mis non seulement à dépouiller, prendre de l'argent, prendre des téléphones, mais le plus grave, c'est qu'ils se sont livrés à des viols. Plus de 20 femmes ont été violées, parmi lesquelles une maman de plus de 44 ans qui voulait se rendre à l'église et qui était avec sa fille de 18 ans. Lorsqu'elle a été prise, sa fille pleurait. On est parti avec elle au niveau des herbes. On l'a violée. Il y avait une enseignante de 35 ans qui a été copieusement violée. On leur disait qu'on est en train de chercher des Amba Boys et qu'on voulait, si elles ne parlaient pas, les égorger. Beaucoup ont été maltraités de cette façon-là. Et par la suite, on les a amenés dans un centre militaire, dans des convois à Bessengona. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont encore été tabassés parce qu'on leur disait, vous devez nous dire où se trouvent les Amba Boys. Ne connaissant pas, ils sont restés là jusqu'à ce qu'ils ont été encore transférés à la brigade de Manfi, à 10 km de là. Pour être libérés, il fallait qu'ils donnent encore les 25 000 francs, 35 000 francs. En ce temps, ils avaient tué Thomas Ojon, un jeune de 34 ans, qu'ils avaient ramassé dans le village. On est parti avec lui, on l'a torturé, puis on a mis une balle au milieu de sa tête, puis une autre au niveau de la poitrine, puis une autre au niveau du coude. Les témoignages sont concordants. Ce ne sont pas des délires. C'est selon les témoignages recueillis auprès de 2 fonctionnaires de l'ONU, auprès d'un médecin qui a examiné les victimes, auprès d'autres associations, auprès de la famille de ce garçon qui a été tué, auprès des époux et même des femmes qui ont été violées.
C'est donc un rapport bien détaillé, bien outillé, qui vient encore une fois de plus confirmer que le Cameroun ne respecte pas les droits de l'homme et pratique la torture. Puisque cet événement n'est survenu que 16 jours après celui de Ngarbu, qui a fait que tout le monde puisse crier au scandale. Et tout cela, lorsque vous voyez que dans les régions anglophones, aujourd'hui, 3 millions de personnes, selon l'ONU, sont privées de nourriture et risquent de mourir, il leur faut l'assistance humanitaire. 1 500 000 personnes sont réfugiées ou sont déplacées. D'autres sont parqués au Nigeria. Certains sont encore perdus en brousse. Il y a 12 000 à 15 000 morts pour cette crise-là. Et les députés aussi, qui est de cette zone, se mêlent à un complot contre son propre peuple. Le SDF doit se refonder. Le SDF doit redevenir cette force de l'espoir. Et cette force peut reposer sur des gens qui ont refusé au moins de continuer à entraîner le SDF dans l'OSC. Et c'est pour ça que je salue particulièrement l'honorable Nietzsche, qui a battu un travail formidable et qui d'ailleurs a fait une sortie pour dénoncer certains de ses collègues dans leur légèreté, dans leur mascarade, dans leurs lettres ignominieuses, odieuses, honteuses, qui s'est positionné. Nietzsche est celui-là qui peut rebâtir un SDF fort, qui peut s'associer au MRC et à d'autres forces politiques pour le changement. Nietzsche n'est pas là uniquement pour son ventre. Il est beaucoup plus proche du peuple. Il se préoccupe du peuple. Et le SDF peut encore avoir un autre socle. Mais si on passe SDF de gré à gré à Joshua aussi, c'est fini. Mieux vous nommez Grégoire Ona président du SDF que Joshua aussi. Celui-là qui tantôt il veut manger à l'Africa Food, il veut manger dans tous les râteliers. Partout là, il y a l'argent. Il mange, il mange, il mange, il mange. Comme Paul-Éric Kinguet. Regardez comment ils sont. La tête est petite là-bas, en haut. Mais ici, c'est gros comme ça, comme les mandibules de quoi là. Et là, c'est déformé comme Michelin. Preuve qu'il n'y a rien là. Il n'y a rien, il n'y a rien. Tout est dans le ventre. Tout est dans l'arrivisme. Dès que vous voyez quelqu'un avec les mandibules comme ça, là, gros, le cou gros, le ventre trop gros, et la tête petite là, chassez-le. Chassez-le de l'opposition. Il est de l'opposition pour s'opposer à l'opposition. Pour détruire l'opposition. Et on ne peut pas continuer avec des gens de cette envergure. Joshua aussi doit être à